Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Il est midi, 4 minutes. On vous souhaite la bienvenue en ce mercredi dans votre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM, Côte-Nord Attitude. Jean, bon midi. Bon midi, Valérie. Ça va? Oui, on est un petit peu dernière minute avec quelques informations qui arrivent là qu'on a un petit peu de misère à confirmer. On ne sait pas, peut-être avec l'auditoire, on va pouvoir le faire. On nous rapporte un accident à première entrée du parc Ferland sur la route 138. L'autre gens nous appelle concernant un incendie à l'église, semble-t-il, de Maliotenam, dans la communauté Innu de Maliotenam. Alors, si vous avez des informations là-dessus, appelez-nous. Là, on n'est pas capable de confirmer avec la Sûreté du Québec pour l'instant. Sinon, on va tenter de confirmer le tout pour les prochains bulletins d'actualité. Mais là, pour ce midi, on est un petit peu c'est ça. Serré. 4 entrevues en direct ce midi à notre émission Côte-Nord Attitude. On en parle encore beaucoup de la situation dans le réseau de la santé, les infirmières, l'épuisement des travailleuses dans le réseau de la santé. Mais il n'y a pas juste des infirmières dans le réseau, on le sait. Il y a des professionnels, il y a toutes sortes de métiers finalement, toutes sortes de gens qui nous donnent des services de santé dans les CLSC, le Centre intégré de santé et de services sociaux pour la Côte-Nord. On va s'entretenir avec Danielle Duguay. Elle est porte-parole du syndicat APTS qui dénonce des compressions budgétaires, notamment donc avec le plan de redressement budgétaire adopté à Sept-Îles la semaine dernière là par les administrateurs du Centre intégré de santé Côte-Nord. On l'a vu ce matin, on voit rouge sur les bancs de neige à Sept-Îles. C'est quand même assez visible, là, remarquable. Il y en a aussi du côté de Port-Cartier et de Bécomo. À Bécomo, d'ailleurs, les trois organisations là responsables de ce geste, ce message au gouvernement, on voit rouge, ça vient du milieu communautaire. À Bécomo, il y avait un rassemblement là dans le stationnement du regroupement des femmes à Bécomo jusqu'à midi là. On va parler de cette journée spéciale, cette activité et cette situation particulière des groupes communautaires de la Côte-Nord. C'est quand même, on parle de beaucoup de services, beaucoup d'organismes, là, le transit par exemple à Sept-Îles, le comptoir alimentaire de Sept-Îles, les groupes de femmes, ce sont toutes ces organisations-là qui aujourd'hui passent un message sur les bancs de neige avec l'inscription en slogan, là, on voit rouge. Donc, on va en parler avec probablement Michel Savard de la table des groupes populaires ou encore avec Madame Nadia Lamontagne de la table régionale des organismes communautaires de la Côte-Nord. On est au cœur, Valérie, de la semaine de prévention du suicide. Oui, tout à fait. Ça a commencé le 3 février. Ça se poursuit jusqu'au 10 février, cette semaine-là. Et tu sais, Jean, souvent, le suicide, ça demeure un sujet qui est très tabou. On se dit, est-ce qu'on doit en parler? Est-ce qu'on ne doit pas en parler? Le réflexe de se taire. Exactement. C'est pas le bon réflexe. Écoute, c'est pas du tout le bon réflexe, tellement que le thème de cette semaine de prévention du suicide, c'est parler du suicide sauve des vies. Donc, on va pouvoir en parler justement avec Gladys Tremblay, qui est la directrice du Centre de prévention du suicide Côte-Nord. Quels sont les outils qu'on peut avoir? Comment on fait pour en parler si on se rend compte que quelqu'un file pas ou si nous-mêmes on file pas, comment on fait pour parler de ça, et aussi des statistiques quand même assez qui parlent la Côte-Nord qui est deuxième, en fait qui est au deuxième rang au Québec là quand on parle de suicide, et on parle surtout d'hommes âgés de 45 à 64 ans. Donc écoute, on va les stats de 2015 qu'on a, les plus récentes. Puis en 2015, il y a eu toute cette vague de suicides à Ouachat, Maliotenam. Là, on pourra en parler de la situation dans les communautés autochtones également avec Madame Tremblay. Le Centre de prévention du suicide, on peut le dire, il y a une ligne sans frais. On peut appeler n'importe quand, de jour comme de nuit. Puis on parle avec une personne rassurante qui connaît bien le sujet. C'est le 1-866-APPEL. On va le dire déjà, puis on va le répéter au courant de l'émission. Et l'entrevue avec Gladys Tremblay, directrice du CPS, le Centre de prévention du suicide Côte-Nord. C'est vers 12h40. En fin d'émission, on reçoit Laval Chouinard du club de curling de Sept-Îles. Tu sais qu'il y a un événement, un championnat provincial chez nous. Les meilleurs joueurs de 50 ans et plus sont à Sept-Îles du 11 au 18 février. Du curling de haut niveau à notre club ici sur la rue Comeau. Laval Chouinard sera avec nous vers 12h50 pour nous parler de ce championnat provincial senior de curling Québec. Et bien sûr, avant cette série d'entrevues, c'est un bulletin d'actualité complet.
Actualité Pure FM. On rappelle que c'est des groupes communautaires qui affichent le slogan « On voit rouge » sur les bancs de neige de Sept-Îles, Port-Cartier et Bécomo aujourd'hui. 3 regroupements d'organismes communautaires de la Côte-Nord mènent une action pour passer un message au gouvernement concernant leur sous-financement. La table des groupes populaires, le regroupement des femmes de la Côte-Nord et la table régionale des organismes communautaires dénoncent la stratégie du gouvernement qui a coupé dans les services pendant 3 ans avec plusieurs mesures d'austérité. À Sept-Îles, des militantes du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel et du Centre Femmes aux 80 ont peinturé le slogan en rouge, pas tout à fait rouge, là, en foncé, mettons, sur quelques bancs de neige du centre-ville hier soir. Les services ambulanciers Porlier de Sept-Îles et Port-Cartier opéreront maintenant sous le nom Par Action. La nouvelle entreprise fusionne Groupe Radisson et Ambulance Porlier. Par Action devient ainsi le plus grand regroupement de services préhospitaliers en région, avec 31 casernes dans 8 régions, dont le Bas-Saint-Laurent, la Capitale-Nationale, les Laurentides et la Côte-Nord. Le siège social de l'entreprise sera situé à Montmagny. Selon la directrice des services ambulanciers Porlier, Catherine Porlier, la fusion va bénéficier aux employés et à la clientèle qui va profiter de services de qualité. Par Action compte 500 employés, 70 véhicules et devrait effectuer 40 000 transports par ambulance au cours de la prochaine année. La députée de Duplessis, Lorraine Richard, a profité de la reprise des travaux à l'Assemblée nationale hier à Québec pour questionner directement la ministre déléguée au transport, Véronique Tremblay. La députée de la Côte-Nord a indiqué que le billet d'avion Sept-Îles-Québec qu'elle a pris lundi lui avait coûté 1 500 $ et que le maire de Gros-Mécatina, Randy Jones, de la Basse-Côte-Nord, donc a déboursé 3 000 $, lui, pour son voyage aérien à Québec. Selon Lorraine Richard, le gouvernement libéral n'a absolument rien réglé au sommet sur le transport aérien régional. Il a choisi les intérêts d'Air Canada plutôt que ceux des citoyens, dénonce-t-elle. La ministre Tremblay a répondu que le sommet a été un succès et que les commentaires des maires des régions ont été très positifs. Elle a invité les citoyens à attendre le budget de mars prochain pour connaître les investissements qui permettront une diminution du coût des billets d'avion. Le maire de Havre-Saint-Pierre, Bermance Boudreau, a défendu sur plusieurs tribunes la hausse de taxes de 19 % au budget municipal 2018. Plus de 400 personnes ont foulé le sous-sol de l'église du Havre lundi soir pour assister à une réunion Infotax. Plusieurs questions ont porté sur l'utilisation des redevances versées par Hydro-Québec en compensation pour le projet hydroélectrique de la rivière Romaine. Le conseil municipal a adopté le budget équilibré de 9,5 millions de $, mais n'a pas encore approuvé la hausse de taxes qui pourrait être ajustée. Le maire Bermance Boudreau défend les décisions difficiles unanimes de son conseil. Rien de parfait dans ça. Tout le monde apprend au fur et à mesure qu'on avance. Mais en même temps, on l'a fait pour les bonnes raisons quand on a pris les décisions pour le faire. Je m'imagine en 2015, quand Rio Tinto a annoncé en septembre les coupures importantes qu'il a faites et les mises à pied, il avait fallu qu'en décembre de la même année qu'on annonce une hausse de taxes, comment que ça aurait été de 1 %, la grogne aurait été aussi importante. Les élus municipaux de Havre-Saint-Pierre estiment que la reprise économique permet un ajustement de taxes en 2018 après 5 ans de gel. Le directeur québécois du syndicat Unifor, Renaud Gagné, a rencontré des travailleurs d'Arbec, Port-Cartier et de Résolu à Bécomo hier. Le syndicat est préoccupé par l'impact de la négociation de l'ALENA, l'accord de libre-échange, sur l'industrie forestière de la Côte-Nord. Le directeur réalise une tournée auprès des syndiqués en région pour discuter des dossiers d'actualité. Renaud Gagné veut que le gouvernement Trudeau conserve la ligne dure face aux Américains dans cette négociation d'un libre-échange nord-américain pour protéger les emplois en foresterie dans les régions du Québec. Le syndicat Unifor FTQ invite ses membres de la Côte-Nord à préparer des questions pour les futurs candidats à l'élection provinciale de 2018. Et le gouvernement du Québec dépensera 400 000 $ par année pour l'opération d'un pôle d'innovation pour la Côte-Nord. Les organismes socio-économiques de la région ont jusqu'au 30 avril pour se concerter et soumettre une proposition. Le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcan, soutient que l'initiative permettra aux entrepreneurs de la région de saisir les bonnes opportunités d'affaires. Les 17 pôles d'innovation du Québec deviendront des lieux pour favoriser l'entrepreneuriat, le partage d'idées et la création d'emplois durables. Valérie, on
parle encore beaucoup de la situation et de l'épuisement des infirmières du Québec ces jours-ci dans l'actualité. Mais il n'y a pas que des infirmières dans le réseau de la santé. Il y a d'autres travailleuses également qui vivent une situation particulière et qui dénoncent des compressions budgétaires. Danielle Duguay est porte-parole du syndicat APTS pour la Côte-Nord. Elle est notre invitée dans quelques secondes. Attitude. Mercredi le 7 février à 19h30, le Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier vous propose le concert de violoncelle et piano à l'ouest de Volga avec le duo Cheng au carré, composé du violoniste Brian Cheng et de la pianiste Sylvie Cheng. Une douce complicité de ce duo frère-sœur. Leur présentation d'œuvres virtuoses et lyriques de compositeurs russes parmi les plus réputés, dont Tchaïkovski et Rachmaninov, vous entraînera dans un voyage passionnant. Une collaboration d'Hydro-Québec. Billetterie au 766-0101. Parce que... c'est pas nécessairement un sombrero, votre souvenir le plus marquant du Mexique. Les probiotiques d'Adrien Gagnon aident à soutenir la santé gastro-intestinale et à renforcer le système immunitaire. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Parce que... il y a définitivement des endroits plus confortables que d'autres pour lire le journal. Les probiotiques d'Adrien Gagnon aident à soutenir la santé gastro-intestinale et à renforcer le système immunitaire. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Valérie, la situation des infirmières du Québec continue de faire jaser. Le ministre Barrette a exprimé un peu d'ouverture hier, entre autres concernant les heures supplémentaires obligatoires. Mais dans le réseau de la santé, il n'y a pas que des infirmières. Il y a plein de travailleuses, de professionnels qui exercent leur métier et qui répondent à des usagers, à la population, pour toutes sortes de services de santé, de services sociaux. Danielle Duguay est porte-parole pour la Côte-Nord du syndicat APTS. Bonjour, Madame Duguay, ça va bien? Oui, bonjour, Monsieur Saint-Pierre, et vous-même? Oui, t'as l'air d'avoir une bonne voix, là. Le miel a été efficace, je pense. Ça doit être ta venue à cette île mercredi passé, là, lors de la manif des infirmières à l'extérieur, par temps très froid, qui t'a donné le virus. Je pense qu'on a été plusieurs à avoir le virus, effectivement, mais je me porte très bien, merci. Bon. Maintenant, le syndicat APTS dénonce à son tour des coupures dans le réseau de la santé. Mercredi dernier, justement, c'est le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux qui était réuni à cette île. Les infirmières, on en parle beaucoup, là. Si on compare à tout ce qu'on entend, les heures supplémentaires, l'épuisement, diriez-vous que vos membres à l'APTS vivent la même chose dans le même réseau? Ouais, nous, nos titres d'emploi qui sont touchés, on parle des professionnels et des techniciens. Et puis oui, il y a quand même beaucoup d'un contexte qui est là récurrent de surcharge de travail qui effectivement amène un épuisement au niveau de nos ressources, là. Je dirais peut-être de façon plus particulière. Ça touche toutes les directions, là, mais de façon peut-être un petit peu plus prononcée au niveau de la protection de la jeunesse, la DPJ. Et puis, on parle de nos éducateurs, on parle de travailleurs sociaux, on parle de plein de types d'emplois. Puis oui, ça nous inquiète et on vit sensiblement là les mêmes situations à ce niveau-là. Oui, c'est qui vos membres exactement? T'en as nommé quelques-unes, quoi, des travailleurs sociaux, des éducateurs, des professionnels, dans toutes sortes. C'est très varié quand même, hein? C'est quoi, une quarantaine de professions différentes qui sont regroupées à l'APTS, quoi? On représente une centaine de types d'emplois. Dont on a tout près de 900 membres sur la Côte-Nord. On est 52 000 membres professionnels et techniciens, des orthophonistes, des psychologues, des thérapeutes en réadaptation, des physios. Vraiment, là, ça touche tous nos gens au niveau du radiodiagnostic, les laboratoires. C'est vraiment là tous ces gens-là là, qu'on représente. Là. Je vous les nommerai pas tous, bien sûr. Oui. Une des déclarations de la présidente du syndicat des infirmières, Madame Savard, la semaine dernière, qui m'a un peu impressionné, moi, c'est qu'on parlait de postes vacants, 196 postes vacants, je pense, sur la Côte-Nord. Là, ça peut peut-être expliquer l'épuisement. Ici, à cette île, on a parlé à plusieurs reprises là de pénurie de psychologues, par exemple. Donc, tous ces postes-là, le syndicat surveille ces choses-là, j'imagine. Hein? S'il y a des postes qui sont vraiment pas comblés parce que personne applique, c'est pas de la faute des gestionnaires non plus.
Écoutez, c'est un peu complexe quand une personne quitte son poste, que ce soit pour un départ à la retraite ou un choix de carrière ou peu importe. On est porteur d'un poste de vacant et c'est le gestionnaire, c'est l'employeur qui a le droit de dire je le remplace pas, je le coupe, je le modifie et tout ça. Nous, au niveau des syndicats, on s'assure juste là que ça respecte les règles de la convention. Mais effectivement, nous aussi à la PTS, il y a bon nombre de surcroîts qui sont là, qui sont donnés temporairement en assignation à des membres et tout ça. Mais c'est difficile là, d'assurer, une stabilité à ce niveau-là, qui amène une certaine insécurité là aussi au niveau de nos membres. Puis oui, par ricochet, elle peut amener là des surcroîts dans certains secteurs là, parce que vu que des fois ils sont pas totalement remplacés, il y a des gens, écoutez, la population de la Côte-Nord a besoin des services, il faut être là pour les donner les services. Alors c'est souvent compensé par les gens qui sont sur place. Ouais. Est-ce que, finalement, vous reconnaissez qu'il y a un problème de recrutement, là? Monsieur Fortin nous parlait même d'organiser des états généraux pour améliorer l'attractivité, peut-être changer l'image de la Côte-Nord, là. C'est des professionnels, des fois, qu'on cherche comme des psychologues, c'est vos membres, ça. On a de la difficulté à déménager des psychologues qui vont s'établir à cette île. C'en est un des problèmes, ça. Oui, c'est sûr que l'attraction-rétention, outre la PTS, c'est quand même c'est quand même difficile pour le recrutement sur la Côte-Nord pour diverses réalités. Par contre, c'est sûr que ça serait beaucoup plus facile si on avait des postes plus attractifs, des postes plus à temps complet, avec une certaine stabilité, des horaires de travail qui vont favoriser la conciliation famille, enfant, travail. Tout ça, ça fait que les gens vont peut-être être plus incités. Mais là, ce qu'on regarde un petit peu plus, c'est que on est plus dans une ère comment faire mieux avec moins, comment faire plus avec moins, d'être plus efficient. J'aime pas le terme, mais optimiser tout ça. Alors, ça vient un peu teinter là le fait que les gens ont de la difficulté là ou sont peu incités à venir sur la Côte-Nord. Ouais. Madame Duguay, il reste que rendre les postes plus attractifs avec des horaires intéressants, qui permettent là une conciliation travail-famille, entre autres. Hein? Il y a beaucoup de dames aussi dans le réseau de la santé. Il y a beaucoup de mamans dans le réseau de la santé quand même qui sont des travailleuses là. Tout ça se discute normalement avec un employeur. Quoi? Est-ce que la relation est mauvaise ici avec les gestionnaires et le PDG sur la Côte-Nord? Je vous dirais pas que la communication est mauvaise, c'est juste qu'on a l'impression d'être plus là pour recevoir de l'information que de faire partie prenante, d'être consultatif, si je peux dire. Puis vous avez bien ramené que oui, on est quand même, nous, à la PTS, un syndicat qu'on est à 86% à majorité des femmes dans tous les types, dans tout type d'emplois confondus. Fait que c'est pas évident. Mais c'est pas toujours évident avec l'employeur, effectivement, là, de s'asseoir. On veut s'asseoir, ils veulent nous rencontrer, mais souvent, on est devant des faits accomplis. Et puis, tout ce qu'on peut essayer de faire, souvent, c'est d'essayer de minimiser les impacts négatifs des nouvelles mesures de compression qui se sont multipliées là avec les années aussi là. Oui, on a justement ajouté mercredi dernier là autour de 9,5 millions et demi de dollars de compression là parce qu'on a un déficit accumulé de 14 millions puis là on parle de choses à court terme là. Avant la fin de l'année en cours, le 31 mars, on avait un déficit de 14 millions qu'on veut résorber. Ça complique encore plus les choses hein. On regarde ça là, il y a quand même des coupures services professionnels, ça doit être vos membres, ça 2 millions, tout le soutien là à l'autonomie, les soins à domicile finalement là, l'autonomie de nos aînés, 1,4 millions. C'est assez difficile de faire des miracles là. Si on enlève une dizaine de millions dans le budget, on n'améliorera pas les services en bout de ligne. En tout cas, c'est difficile de croire qu'on va y arriver. Ça fait quand même plusieurs années que le CIS et puis la Côte-Nord traînent un déficit budgétaire. Ça l'a toujours augmenté, ce déficit-là. Alors, on est
peu optimiste à savoir que sur 3 ans, on va réussir. Et si on réussit, on est convaincu que ça ne sera pas sans toucher, c'est sûr, ça va toucher les services à la population, là. Faut pas se mettre la tête là faut pas faire l'autruche, si je pourrais me permettre. Il y a quand même des choses là qui ont été tentées qui semblent ne pas avoir fonctionné puisque le déficit a continué à augmenter. Et puis ça va être je suis pas sûre qu'à court terme là ça va être quelque chose de réalisable en continuant selon ce que l'administration dit, qu'il n'y aura pas de diminution de service à la population, là, je suis peu optimiste. Oui, la vraie solution, là, c'est pas au conseil d'administration sur la Côte-Nord, hein, c'est au gouvernement en haut, là, peut-être au ministre Barrette, quand il y a un déficit d'une région comme ça. Québec aurait pu le résorber aussi, là, puis peut-être envoyer un petit peu plus d'argent pour les prochaines années, parce qu'on a un grand territoire, parce que c'est pas facile sur la Côte-Nord, puis on a une population vieillissante aussi, hein. La réalité, c'est ça? Tout à fait, une réalité spécifique, un territoire avec une grandeur de territoire qui est spécifique aussi. Puis vous avez raison de dire que nos gestionnaires sont comme pris avec des commandes ministérielles et des demandes d'atteinte de cibles, de gestion par statistique, qu'on en oublie. Ça, pourquoi au fond on est là. Oui, ça veut dire que les syndicats comme l'APTS, là, en 2018, année d'élection au gouvernement du Québec, des syndicats qui étaient un petit peu au maraudage, là, en compétition en 2017. En 2018, ils vont probablement être intersyndicales pour s'occuper de politique, quoi. C'est sûr que la PTS, on est là pour le bien des services à la population, on est là pour défendre les conditions de travail de nos membres. Puis je pense que peu importe l'allégeance syndicale, on a tous la même volonté de vouloir offrir les meilleurs services possibles à la population qui est en droit d'avoir ces services-là. Ben Daniel Duguay, porte-parole pour la Côte-Nord du syndicat APTS dans le réseau de la santé. Ben je te laisse aller prendre 2 bonnes cuillerées de miel là, pour passer le reste de la journée avec ta grippe. Je vous remercie beaucoup, M. Saint-Pierre, de l'invitation. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Il y a tellement de raisons de choisir Cogeco. Il y a l'Internet Ultra Fibre 40 illimité, la télé Mon Mix 20 avec l'enregistreur TiVo et la téléphonie pour seulement 99 $ par mois pendant 12 mois. Mais il y a aussi leur technologie innovante, le choix de nos chaînes télé préférées, leur fameux service à la clientèle locale et on pourrait continuer comme ça pendant longtemps. Découvrez vos raisons de choisir Cogeco à cogeco.ca/on choisit. Des conditions s'appliquent. Choisissez Cogeco. Passez en mode épatant. Elles nous quittent, elles doivent partir. C'est le moment de nous séparer de nos grandes caravanes 2017. Olivier Chrysler Sept-Îles vous offre jusqu'à 12 500 $ de rabais sur ses grandes caravanes 2017. Profitez de cette offre exceptionnelle pour offrir à votre famille le confort et la sécurité. Venez les voir, les essayer et obtenez jusqu'à 12 500 $ de rabais. Passez vite nous voir chez Olivier Chrysler pour les détails. 119 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Vous êtes, comment dire, écœuré de l'hiver? Chez Beauté Divine, on vous comprend et on veut vous aider à passer à travers le froid avec la promo Les Bronzés du week-end. Les samedis et dimanches de février, présentez-vous en duo entre 11h et 16h et profitez du spécial 2 pour 1 sur les séances à la minute. Nous sommes dépositaires de la crème Love Boho qui est naturelle à 95%. Beauté Divine, 881 Boulevard L'Or. Venez nous voir ou prenez rendez-vous au 88 961 1922. Côte-Nord. Attitude. Valérie, 3 regroupements là d'organismes communautaires de la Côte-Nord mènent 2 actions, je dirais, aujourd'hui pour passer un message au gouvernement du Québec concernant le sous-financement des groupes comme le comptoir alimentaire à Sept-Îles, par exemple, le centre Le Rond-Point, c'est tout ça, ces groupes communautaires-là, le Transit Sept-Îles et bien d'autres. Donc, aujourd'hui, il y avait des inscriptions, on voit rouge, sur les bancs de neige à Sept-Îles, Port-Cartier et Bécomo. Et du côté de Bécomo, il y a eu une activité également, un rassemblement, là, une trentaine de personnes dans le stationnement du regroupement des femmes. Michel Savard est le porte-parole de la table des groupes populaires de la Côte-Nord. Bonjour Michel.
Bonjour. Alors, du côté de Bécomo, on avait organisé un rassemblement en plus. À Sept-Îles-Port-Cartier, on a bien vu vos messages, là. On voit rouge. Oui, en fait, on voulait être visible pour cette action et on en profitait pour demander à la population, aux passants, à quoi ça sert le communautaire, parce que il y a toujours une question de perception et on voulait tenter à travers de cette démarche-là de démontrer que il y a quand même un appui de la population par rapport au communautaire. Et ce qu'on a constaté dans la majorité des questions, c'est vraiment la notion de service. Le communautaire est vraiment perçu comme un acteur qui peut intervenir ou qui intervient régulièrement ou dans des situations difficiles quand des gens ont besoin d'un coup de main et que l'État ne peut pas les offrir ce service-là. Donc, évidemment, comme l'État se désengage, on peut comprendre que la population a le réflexe de nous voir comme ça, puisque toutes les fois que l'État fait des coupures, c'est dans le communautaire que ça rebondit. Ouais. En fait, c'est une journée d'action qui est provinciale aujourd'hui. Là, on parle toujours de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». Ici, sur la Côte-Nord, toi, c'est la table des groupes populaires, mais il y a aussi le regroupement des femmes de la Côte-Nord, la table régionale des organismes communautaires. C'est comme tout le milieu communautaire qui a un seul message, finalement, là. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça une campagne unitaire, c'est que tous les regroupements se sont mis ensemble là, pour... Et c'est dans l'esprit de la campagne Engagez-vous. Faut dire que ça fait un petit bout de temps que cette campagne-là fonctionne. Au-dessus d'un an, si on se rappelle, l'année passée, on avait ralenti le trafic sur la Côte-Nord là, à 100 km/h de Sacré-Cœur à Sept-Îles durant l'automne. Donc, c'est une continuité de ces actions-là, finalement. Et comme 83% de la population nous appuie, ben on espère bien que en campagne préélectorale, le gouvernement ait un peu plus d'oreilles qu'à l'habitude. Ouais, le geste de ce matin, là, en tout cas, je sais que c'est Mélanie Martel du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, également des filles du centre Femmes aux 80 qui ont peinturé On voit rouge sur des bancs de neige. C'est un peu une idée que vous avez repris de la CSN, hein, qui avait fait ça l'an dernier, là, à peu près à la même période, là, pour dénoncer des choses qui se passaient dans le réseau de la santé avec Optilab, entre autres. Effectivement, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Je pourrais pas te rappeler le message qui avait été utilisé déjà l'année passée par les syndicats. Mais en fait, dans la région, comme on est une région un grand territoire, donc c'est peut-être un peu plus difficile de faire passer les messages. Donc, on trouvait cette démarche-là intéressante et on avait quand même le souci, je tiens à le mentionner, là, d'utiliser des colorants alimentaires pour être quand même rester écologique dans notre démarche. On peut aller manger le message. C'était pas de la peinture. Oui, c'est ça. Michel, quelle forme ça prend, là? C'est le sous-financement des organismes communautaires qu'on dénonce. C'est très varié, hein, le secteur communautaire, là. Tantôt, on va parler au Centre de prévention du suicide, parce qu'on est dans la semaine, justement, de la prévention du suicide. La semaine dernière, on parlait d'Équilibre Santé, un organisme qui intervient sur les troubles en santé alimentaire. On a parlé du comptoir alimentaire, on parlait de Transit Sept-Îles, du rond-point. C'est quand même très varié, les services dans le communautaire. Quelle forme ça prend, le sous-financement? On n'est pas capable de répondre à toutes les demandes, quoi? Effectivement, les besoins qu'on identifie, le manque à gagner, en fait, du communautaire est de 475 millions pour le Québec. Et ça, c'est par année. Évidemment, ça peut paraître être une grosse somme, mais quand on regarde l'ensemble des coupures que le gouvernement a effectuées au cours des dernières années, en fait, c'est rien là, comparé à ces coupures-là. Et c'est les incidences directes des coupures, puisque ces gens-là se retournent vers le communautaire. Et quand tu mentionnes que le communautaire, c'est beaucoup de secteurs, effectivement. Ça touche le logement social, ça touche la consommation, la défense des droits des consommateurs. Donc, c'est vraiment pratiquement là dans tous les secteurs que ça intervient, le communautaire. Ouais, mais en même temps, c'est fini, là, les coupures, là, la fameuse période d'austérité. C'était les 3 premières années du gouvernement. Là, on est en élection en octobre. C'est bien qu'il va y avoir plein de cadeaux dans le budget, puis que le communautaire va être à la table comme tout le monde, non? En fait, là, pour l'instant, quand on fait la compilation des miettes qui ont été annoncées,
On parle de 54 millions pour tous les secteurs confondus, là. Donc, 54 millions, quand on identifie le besoin à 475 millions supplémentaires, c'est vraiment du saupoudrage, là. Ouais. C'est loin de répondre aux besoins. Comment il manque sur la Côte-Nord? Tu dis, pour l'ensemble du Québec, c'est 450 millions qui manquent. Ça veut dire que sur la Côte-Nord, il manque 5-6 millions pour contenter un petit peu tout le monde dans le milieu communautaire, quoi? Pour l'instant, sur la Côte-Nord, moi, j'ai pas de données à savoir là qu'est-ce qui manque, mais je sais que c'est nettement insuffisant. Et quand on parle de saupoudrage, mais en même temps, il faut regarder de quelle façon le gouvernement intervient là quand il annonce des augmentations de budget. Je vais te donner un exemple. Il y a le communautaire, il y a les personnes aussi, il y a les services. Tu vas prendre le cas de l'augmentation qu'il y a eu à l'aide sociale de 73 $ le 1er février pour les personnes qui ont qui sont inaptes au travail, là, qui ont qui peuvent pas travailler, des contraintes sévères à l'emploi. Dans ces personnes-là, il y en a qui demeurent dans des résidences de différentes formes. Et ces personnes-là ont vu le 73 $, ça fait donner 73 $ d'une main, et ça le fait reprendre de l'autre parce que ça a augmenté le coût pour pouvoir habiter dans ces résidences-là. Donc vraiment, ils ont reçu cette journée-là un chèque de 73 $, augmenté de 73 $, c'est-à-dire, et une lettre qui lui disait que maintenant, ça va lui coûter 73 $ de plus pour rester où ce qui reste. Donc, on pourrait en parler longtemps là, du saupoudrage du gouvernement et de l'espèce d'impression qu'il donne de pouvoir être généreux, c'est un site, et comme si on avait passé au travers là, des périodes de difficultés en fait qui nous ont fait subir. On est loin de ça. Là. En même temps, les groupes de femmes, les groupes populaires, les organismes communautaires, c'est quand même une structure autonome que vous avez là. Il y a personne qui veut nécessairement devenir des fonctionnaires qui donnent des services aux citoyens non plus. Il y a beaucoup de campagnes de financement par ces organismes-là. L'argent vous vient de toutes sortes de programmes là dans le réseau de la santé. Il y a un programme qui s'appelle PSOC, le soutien aux organismes communautaires. Il y a d'autres groupes populaires qui probablement font des demandes à plein de ministères différents. Finalement, la façon que ça marche actuellement, il faudrait peut-être revoir l'ensemble, garder votre autonomie. Ça, c'est important aussi dans tout ça. Là. En fait, quand on parle de l'autonomie des organismes communautaires, c'est au niveau du choix du type d'action qu'ils vont faire. Tu sais, le communautaire, sa raison d'être, c'était de trouver des alternatives à des nouveaux problèmes sociaux parce que la société est tout le temps en changement et donc du fait qu'il y a toujours des changements, il y a toujours ça amène son lot de nouveaux problèmes et c'est là que les alternatives que le communautaire amenait, par exemple à l'époque où il y a eu la mise sur pied de garderies, ça a commencé dans le communautaire. Les coopératives d'habitation, des choses comme ça. Donc c'était à l'origine la voie du communautaire. Maintenant, le gouvernement a flairé la bonne chose et a commencé à passer des commandes au communautaire. Et là, quand tu me dis qu'il y a du communautaire qui peut aller chercher de l'argent de différentes façons, il faut comprendre aussi que c'est un peu comme s'il y avait le bon et le mauvais communautaire. Il y a du communautaire qui est plus facile à faire financer que d'autres. Et là, je prends en exemple les groupes de défense des droits. C'est extrêmement difficile de faire financer ces secteurs-là et pourtant, c'est des groupes qui interviennent vraiment, qui sont motivés par la transformation sociale et qui interviennent spécifiquement sur les questions de justice sociale. Mais ça, c'est pas comme un service qui est rendu directement, en tout cas pour la majorité des groupes de défense de droits. Et donc, et c'est un peu les enfants pauvres du communautaire. Ouais. Ah, c'est vrai que la réalité est bien différente aussi là dans les campagnes de financement des organismes à cette île qui sont très dynamiques, tant mieux, puis que ça allège finalement leurs problèmes de sous-financement, j'imagine, parce qu'on a des bonnes campagnes qui rapportent assez bien. Mais effectivement, il faudrait peut-être que ça soit planifié en fonction des besoins, des vrais besoins des citoyens aussi. Mais il y a la question administrative aussi. C'est que pour pouvoir, par exemple, avoir des subventions, je vais prendre Centraide comme exemple, il faut avoir un numéro d'organisme de charité. Et ça, c'est extrêmement difficile à avoir un numéro d'organisme de charité. Et encore une fois, quand tu fais un peu de démarche ou de pression politique,
tu peux pas avoir accès à ces numéros d'organismes de charité-là. Donc, il y a un paquet de programmes de subventions qui te sont fermés à cause de ça. Ben Michel Savard, porte-parole de la table des groupes populaires de la Côte-Nord, une des organisations derrière ces slogans qu'on voit sur les bancs de neige aujourd'hui, l'inscription On voit rouge. Bravo à vos militantes comme Mélanie Martel là qui ont quand même bravé le froid pour aller peinturer nos bancs de neige à cette île. D'autres militantes, je sais pas quel organisme là, mais il y a aussi des inscriptions du côté de Port-Cartier et à Bécomo également. Ben merci beaucoup pour l'entrevue, Michel. Ça fait plaisir. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Centre-Hi-Fi Groupe Select, Sept-Îles. Que diriez-vous de célébrer la Saint-Valentin en grand cette année? Courez la chance de gagner un souper pour 2 personnes en format table d'hôte au Resto Pub Le Remous, une randonnée en chien de traîneau au clair de lune avec Milo Actif, une nuitée pour 2 personnes dans un chalet de la CEPAC, un certificat cadeau de 100$ de la boutique Marie-Fleur, ainsi que 2 billets pour le spectacle Love présenté au Café Théâtre Graffiti. Pour participer, faites une déclaration d'amour à votre conjoint ou votre conjointe et envoyez-la nous par message privé sur Facebook en incluant votre numéro de téléphone ou attendez le signal de l'animateur pour nous appeler et la faire directement sur nos ondes. Le gagnant serait dévoilé vendredi le 16 février à 17h dans le party du vendredi. Vivez la plus belle des Saint-Valentin grâce à votre 94.1 Pure FM. Les nouveautés sont arrivées chez Olivier d'Occasion. Profitez du plus grand inventaire de voitures d'occasion dans la région et du meilleur prix à l'achat ou à l'échange de votre véhicule actuel. Voyez notre inventaire au www.olivieroccasionseptile.com et obtenez un rabais instantané. Venez nous rencontrer au 106 Maltais. Votre radio sera sur place dès 14h30. Olivier d'Occasion, ouvert ce soir jusqu'à 20h. Financement disponible sur place. Olivier Occasion. Attitude. Jean, on est en plein cœur de la semaine de prévention du suicide et parfois on peut penser que on doit pas trop en parler. C'est encore un sujet tabou, suicide, effectivement. Alors que dans le fond, c'est tout le contraire. Et on va en parler justement ce midi avec la directrice générale du Centre de prévention du suicide Côte-Nord, Gladys Tremblay. Bon midi, Madame Tremblay. Bonjour. Effectivement, on n'ose peut-être pas parler de sujets comme ceux-là, mais le thème de votre semaine nous le rappelle que c'est important. En fait, le thème, là, c'est parler du suicide sauve des vies. Oui, effectivement, pour la 28e semaine de prévention du suicide, on a vraiment décidé d'aller vers cette formule, de parler du suicide. Donc, d'inviter les gens à parler de leur détresse pour aller chercher du soutien dans la communauté, de quelqu'un aussi qui s'inquiète pour une personne suicidaire aussi, de lui parler, de lui demander comment ça va, est-ce que tu penses au suicide? Vraiment, on veut que les personnes s'engagent pour la cause et prennent la parole aussi pour que ça devienne un incontournable dans le milieu. Parce que parfois on a l'impression, puis c'est presque un mot de tabou, ça, suicide, on a l'impression que de dire ce mot-là à quelqu'un qu'on sent qui va pas très très bien, on a peur de l'inciter parfois, mais vous nous dites que finalement, c'est pas du tout ça, là. Non, on peut plus aider la personne en lui demandant directement est-ce que tu penses au suicide. À ce moment-là, on peut poser un geste et référer la personne. Donc, non, c'est le contraire, là. On va aider la personne en lui demandant vraiment. Vous avez au Centre de prévention du suicide de Côte-Nord, vous avez des outils, bien sûr, pour nous aider, que ce soit des gens qui ressentent de la détresse ou des gens qui veulent aider quelqu'un. Quel genre de ressources vous pouvez nous fournir dans ces cas-là? Ben, je vous dirais que l'Association québécoise de la prévention suicide a lancé le 1er février un micro-site qui s'appelle commentparlerdusuicide.com. Donc, vous allez trouver beaucoup d'outils. Comment parler de sa détresse. Donc, inviter la personne à parler de sa détresse elle-même. Quand la personne s'inquiète pour un membre de la famille aussi, comment aborder le sujet, comment lui parler. Donc, on souhaite encore une fois engager les gens à parler et se confier de plus en plus. Même la personne qui a des pensées suicidaires, elle va en parler à un moment donné avant de passer à l'acte. Là. Il y a plein de signes finalement qu'on peut, des signes de détresse là chez quelqu'un de notre entourage. Ils nous envoient en général des messages, ces gens-là, d'où sont rendus dans leurs pensées justement.
Oui, effectivement. C'est pour ça que c'est important de s'outiller à discuter avec la personne, à être alerte aussi, soit au message ou au signe aussi que la personne peut se retirer plus souvent, même au niveau du travail. Peut-être la personne mangeait toujours avec nous, là, s'isole. Oui. Fait qu'il y a plein de petits signes qu'on peut remarquer. Puis ça, je vous disais, avec l'outil qu'on vient de dire, comment parler du suicide.com, mais il y a aussi une formation qui se donne à monsieur, madame, tout le monde dans le milieu, la formation Sentinelle, où les gens vraiment apprennent aussi à repérer les signes de détresse et à référer la personne vers le bon service là pour l'aider. Parce qu'en fait, c'est de pas hésiter, je pense, de demander à ces gens-là s'ils vont bien. Tu sais, des fois, on n'ose pas, on dit je vais pas le déranger, je vais me mêler de ce qui me regarde, tu sais, des choses comme ça, mais c'est de le faire avant qu'il soit trop tard finalement. Oui, c'est ça, de prendre les devants là pour aider la personne, puis l'accompagner. Dans le fond, c'est le premier geste que la personne doit poser, et je pense que c'est le plus important. Les gens ont souvent peur de poser la question, mais on doit pas s'en mettre non plus une surcharge sur les épaules. D'accompagner, de référer la personne. Le gros a été fait, là, le nécessaire pour entamer une intervention auprès d'un professionnel. Oui. Et justement, des fois, on se sent démuni face à ça. On n'est pas outillé. On sait pas si on pose les bons gestes, on fait la bonne affaire. Moi, je pense que vous avez un service précieux, là, au Centre de prévention du suicide Côte-Nord, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler, puis on parle à une vraie personne compétente qui connaît la problématique du suicide, puis qui peut nous aider un petit peu, hein. On peut appeler pour soi, mais on peut appeler pour quelqu'un dans notre entourage aussi, là. Oui, effectivement, puis tout ça va se faire sans briser le lien de confiance entre les deux personnes. La personne peut appeler pour un proche, mentionner qu'elle est inquiète. Nous, on va faire une relance en disant qu'on a été avisé, qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète pour elle, puis débuter avec elle là, une intervention sans, comme je vous dis, aller nommer qui nous a appelé. Donc, c'est confidentiel, puis on sécurise à ce moment-là la personne. Je prenais connaissance tout à l'heure là des données qui avaient été dévoilées par l'Institut national de santé publique du Québec. Ça date de 2015 quand même, mais la Côte-Nord qui était au 2e rang au Québec là, avec la région qui avait le plus de suicides finalement. Puis ce qu'on se rend compte, moi, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que souvent quand on parle de suicide, on pense surtout aux adolescents, aux jeunes, tout ça, mais c'est pas, ça peut être le cas, mais c'est pas nécessairement le cas. On parle surtout d'hommes âgés de 45 à 64 ans. C'est frappant, ça. Oui, effectivement, là, c'est vraiment les hommes qui vont passer à l'acte dans cette strate d'âge-là. Puis je voudrais, les femmes aussi, c'est la même tendance que les hommes. On se retrouve encore dans les 45-64 ans pour les deux groupes. Est-ce qu'il y a des raisons à ça? Je pense pas qu'il y a des raisons pour passer un tel acte, mais est-ce que c'est parce que les gens dans cette tranche d'âge-là ont moins tendance à se confier, à parler? Est-ce qu'on remarque quelque chose comme ça? Je vous dirais peut-être plus aussi de responsabilité à cet âge-là, tu sais, les soutiens familiaux, souvent des séparations, je veux dire, parce que quand on parle de suicide, c'est sûr, c'est multifactoriel, faut pas l'oublier. Donc, souvent, une dépression suite à une séparation, une perte d'emploi. Donc, c'est plus les gens entre 45 et 64 ans qui se retrouvent vraiment là dans cette tranche d'âge-là. En même temps, Madame Tremblay, nos statistiques les plus récentes, c'est 2015, hein, c'est l'année de la fameuse vague de suicide, la malheureuse vague de suicide à Ouachita-Macmalliotenam. Il y a même eu un rapport du coroner, il y a toutes sortes de mesures là. Et bien sûr, il y a les conseils de bande par rapport à chacune de leurs communautés qui ont des responsabilités, mais au CPS là, on doit aussi avoir une préoccupation particulière pour la population autochtone régionale. Oui, effectivement. On a encore des rencontres de mobilisation qui se font 3 fois par année avec les services, donc de la communauté. On a mis des choses en place au niveau de la référence systématique pour les personnes en crise suicidaire, pour les soutenir. Donc, à partir de là, on a vraiment travaillé à sécuriser ces gens-là. Puis, ça paraît vraiment au niveau de l'intervention là dans la communauté. Ça augmente de plus en plus. Donc ça laisse présager que l'aide est acceptée, puis les gens vont de plus en plus vers nos services et les intervenants aussi.
Petite question en terminant, Madame Tremblay. L'an dernier, sur Netflix, il y a une série qui est sortie qui s'appelle 13 raisons en français, le 13 Reasons Why, et ça parle du suicide d'une adolescente. Ça avait fait un scandale là, l'an dernier. Il y en a beaucoup qui disaient que c'était pas bien puis que ça glorifiait cet acte-là. Tout ça, est-ce que vous l'avez regardé, cette série? Oui, effectivement, on a visionné. Puis il y a des choses qui ont été mises en place aussi dans les écoles, là, des plans d'intervention pour les jeunes, pour en discuter, puis aller vraiment aussi travailler encore. Quand on a de la détresse, on en parle, on soutient le jeune. Nous, en 2015, on avait lancé le volet jeunesse, où on avait 3 dépliants qui s'adressaient pour les parents de l'ado, du jeune enfant, et pour l'adolescent aussi, qui avait un ami qui parlait de suicide, donc la référence. On a aussi travaillé avec nos jeunes à aller vers des ressources, que ce soit le CPS, un intervenant, infirmière dans leur milieu. Donc, pas garder ça pour eux, aller vers le milieu pour se faire soutenir. Puis on essaie d'utiliser tous les trucs, entre autres pendant la semaine de prévention du suicide, pour rejoindre les jeunes, éventuellement les personnes en détresse. On a fait une activité à Bécomo avec le Drakkar, on fait ça chaque année. Il y a Dave Morissette aussi qu'on voit à TV, les amateurs de sport à tous les soirs. C'est un gars de Bécomo, puis il a vécu des choses, entre autres par rapport à son frère, puis il s'implique. Vous avez des bons porte-parole aussi là pour en parler du suicide cette semaine. Oui, effectivement, il y a du beau travail qui a été fait avec la QPS. Pour aller chercher l'homme traditionnel qui l'a vécu, puis qui incite les gens à demander de l'aide et parlez-en. C'est ce qu'il y a à faire, puis aller soutenir les personnes. Donc, à cette île, il y a entre autres des macarons qui circulent dans les organismes? Oui, partout, vous allez retrouver un macaron pour soutenir, c'est vraiment « Je soutiens la prévention du suicide » avec le numéro 1866 qui est affiché. Donc, on veut créer un mouvement collectif. On invite les gens à se le procurer et surtout à le porter. Donc, parler du suicide sauve des vies, c'est le thème de cette semaine-là, que l'on se sente pas bien nous ou qu'on sente que quelqu'un dans notre entourage a besoin d'aide, c'est de faire sentir à ces gens-là qu'on est là. C'est la conclusion qu'on peut faire de cette entrevue. Madame Gladys Tremblay, directrice générale du Centre de prévention du suicide Côte-Nord, merci beaucoup pour votre temps de ce midi. Et bonne semaine de prévention. Merci. Bonjour. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Du 1er au 7 février aura lieu la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. Équilibre Santé Côte-Nord vous invite à participer à ces différentes activités sous le thème du rétablissement qui se dérouleront tout au long de la semaine. Exposition de livres et de documents à la bibliothèque Louis-Ange Chanter. Porte ouverte chez Équilibre Santé Côte-Nord. Conférence au Centre d'amitié autochtone. Soirée d'information. Présentation du documentaire Ma jolie prison. Ces activités vous sont offertes gratuitement. Consultez l'horaire complet au www.semaine-alimentaire.com/calendrier. Connaissez-vous le bruit d'un bas prix? Ça sonne pas cher, hein? Encore. Vous avez entendu? Puis là, le reste de mon panier. Hey! Ah! Parti comme c'est là, je vais les mettre dans la rue. Eh ouais! Qu'est Maxi? Tu veux me faire économiser? Ben, endure! Hey! Maxi? Ben oui, Maxi. C'est l'événement Nouvelle année, nouveau volant de GM chez Pascal Automobile. Des offres en location à tout casser sur tous nos GM 2018 avec un crédit de 1500 $ supplémentaires. Des économies pouvant atteindre 3750 $. Obtenez aussi un taux de financement débutant à 0% à l'achat de votre GM 2018. En février, on ajoute les camions HD 2018. De la Spark au plus gros des camions, en passant par la Cruze, l'Equinox et tous les autres, vous trouverez chez Pascal Automobile le véhicule qui comblera tous vos besoins au meilleur prix. 109 Monseigneur-Blanche. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Valérie, il y a des gens de partout au Québec qui vont profiter de notre beau club de curling sur la rue Comeau à Sept-Îles à partir du 11, parce que du 11 au 18 février, il y a un championnat de curling provincial, le championnat senior de curling Québec qui a lieu chez nous. L'an passé, il y en avait eu un événement, un championnat provincial, c'était le championnat des maîtres. Puis en 2006, on avait eu les vrais, là, les pros, là, les Jean-Michel Ménard et les autres à l'époque, et on avait fait
fait ça à l'époque en 2006 dans l'aréna de Sept-Îles. Ça fait quand même 3 fois qu'on a des provinciaux, des événements comme ça, de Curling Québec chez nous. Laval Chouinard, et je pense qu'il est président du comité organisateur de tout ça. Je serais bien. Il est avec nous en direct. Bonjour Laval. Bonjour. Le curling à Sept-Îles, ça marche bien, là. Bon, je pense que Curling Québec nous aime bien à Sept-Îles aussi, parce que à chaque année, je sais pas, c'est parce que en 2006, on a bien fait ça. Le monde sont bien accueillis quand ils viennent à Sept-Îles. Ça fait que Curling Québec nous demande tout le temps d'organiser quelque chose. Faut dire qu'en 2006, on avait eu un très gros tournoi. On a eu un des plus beaux tournois provinciaux qui a jamais été organisé dans la province. On n'a pas honte de le dire. C'est les joueurs qui nous le disent encore aujourd'hui quand on les rencontre dans les compétitions provinciales. Oui. Ça, c'est resté. L'an passé, on a fait le tournoi des maîtres. Ils ont eu un très bel accueil. Et puis cette année, on revient avec le tournoi senior. C'est quoi la différence? L'an passé, les maîtres, c'était 55 et plus. Non, là, 60, c'est 50 et plus. 60 et plus. 60 et plus les maîtres, 50 les seniors. 50, c'est des jeunes joueurs de curling, là. Ça commence à être dans les meilleurs. Ils seront pas aux Olympiques, mais ils se débrouilleraient pas pire, peut-être mieux que le Yukon que j'écoutais à la TV la semaine passée. Parce qu'il y a des joueurs qui nous viennent de l'ouest du Québec, oui, qui ont joué du gros curling, là. Je peux parler... le Ted Butler, il y en avait un autre, là. Des gens qui sont déjà allés au brailleur, qui sont en fin de carrière de curling, mais qui ont joué du gros curling, là. Ouais. Donc, pour entre 50 et 60 ans, finalement, les joueurs qu'on va voir là, c'est une coche en haut de l'année passée, on peut dire ça. L'année passée, c'était des belles compétitions aussi, là. Oui, puis là, ça va encore être aussi bon, sinon meilleur, au niveau compétitif. Ouais. Donc, des joueurs qui sont encore plus compétitifs. Puis ce tournoi-là, il donne accès au tournoi canadien qui va avoir lieu à Stratford, en Ontario, quelque part dans l'ouest de l'Ontario. C'est en Ontario aussi. En Ontario, à Stratford. Faut pas mélanger avec Stratford au Québec. Et puis là, ils s'en vont au championnat canadien. Puis là, c'est encore un très gros tournoi, le championnat senior canadien. C'est tout de suite après le grand tournoi du brailleur ou des Scotties, là. Oui. C'est ce qu'il y a de plus fort après. Celui qu'on suit à TV, à RDS, là, depuis, quasiment 2 semaines complètes. Oui, le tournoi des cœurs, ça, c'est toute catégorie. Là, autant du côté masculin que féminin, quand même, on est bien représenté à cette île, hein. On a 2 équipes de femmes, 3 équipes de gars. Donc, sur 16 équipes masculines, 3 de cette île. C'est un peu parce qu'il y a des régions qui sont désistées aussi, là. A priori, on avait le droit à 2 équipes à cette île. En fait, on avait le droit à une équipe pour le club haut, puis 2e équipe pour la région, parce que les places dans le tournoi sont accréditées par région. Il y a 12 régions au Québec, plus des équipes qui se classent à cause d'une ligue de seniors. Donc, il y a 3 équipes qui se classent au tournoi, ça fait 13, puis 15, puis la 16e équipe, c'est l'équipe du Club Haute. Donc, pour le Club Haute, cette année, c'est Denis Laflamme qui se présente, avec un vieux joueur de curling, il faut le noter, Michel Lachance, qui est probablement le joueur qui a fait le plus de tournois provinciaux dans la province. Donc, il a fait... Qui en a gagné quelques-uns, il en a gagné quelques-uns, il est allé au Canadien 2 fois, il a gagné les maîtres, puis le senior. Puis là, il était encore en équipe avec... Denis Laflamme. Avec l'équipe de Denis Laflamme, qui était celle qui nous représentait en 2006, hein? Mais non, il y avait 3 équipes. Toi, t'avais une équipe aussi en 2006. Non. En 2006, il y avait 2 équipes. Jean-Paul Orvizet et puis Denis Laflamme. Donc, des joueurs de Denis Laflamme, il y en a 3 maintenant qui jouent senior avec Denis. Puis, il a greffé Michel à son équipe pour avoir la longue expérience qu'il a. C'est l'équipe à surveiller, donc, dans cet événement. C'est sûr qu'on est tout un petit peu partisan. On va aller encourager cette île avant d'encourager l'Ouest de Montréal. J'espère. On a 3 équipes de Montréal. Des grosses équipes. L'équipe de l'Ouest, c'est une grosse équipe aussi. En termes d'organisation, c'est une bonne logistique, quoi. Il y a pas juste des matchs, 4 matchs par jour, du 11 au 18. Il y a 4 matchs par jour. Il y a aussi des soupers, des banquets pour recevoir ce monde-là. On a un gros banquet dimanche soir, une dégustation de bière de la brasserie et de Bécomo Saint-Pancras mercredi soir, des cocktails. Il y a beaucoup d'activités, puis dans nos tournois, ce qui fait la différence, peut-être, moi j'en ai fait quelques-uns d'extérieur, c'est l'assistance. Il y a beaucoup de monde qui sont au club. Le lobby du club va être plein
de 9h du matin à 11h le soir. C'est le fun, mais c'est presque neuf, hein? C'est quoi? Il y a 3 ans qu'on a tout rénové au club de Sept-Îles. On est équipé pour, c'est pas gênant de recevoir le monde de l'extérieur. On a un beau club, il est bien entretenu, on a un bon technicien de glace, on va offrir des belles qualités de jeu aux joueurs extérieurs. Ça, c'est un peu important, là, pour le monde de 50 ans et plus qui ont joué du curling sur les grandes glaces partout au Québec, au Canada. Ils s'en viennent à Sept-Îles. Ils veulent pas faut pas que ça soit mou, ni trop dur, ni... Ça change tout le temps après. Il y a toujours quelqu'un qui... Ça, c'est normal, ça. Ça fait partie de l'humain, ça, chialer après glace quand on joue au curling. Faut trouver une excuse de temps en temps. C'est ça. Tu connais ça, maintenant. Moi, mon skip, c'est Laval Chouinard, en passant, qui est un très bon pédagogue pour un jeune joueur de curling qui commence, comme moi. C'est un sport qui est pas juste pour les aînés, le curling, hein. Ici, à Sept-Îles, là, on a des bonnes équipes aux Jeux du Québec chaque année. Au club, on voit de plus en plus de jeunes, quand même. Oui. Il y a un travail ici qui se fait, qui est assez exceptionnel, là. Il y a 2 entraîneurs qui mettent beaucoup de temps à l'entraînement des jeunes. Ils entraînent bien, je veux dire, ils méritent. Et d'ailleurs, ils vont avoir un prix Méritas qui va être remis au club junior de Sept-Îles. Ouais. Puis là, dans votre organisation pour un provincial, comme ça a été le cas l'année passée, la personne clé, c'est votre responsable des glaces, quoi, ou votre équipe de responsables des glaces. On peut les nommer peut-être, là. Oui, c'est eux autres qui vont se faire chialer si ça marche pas. C'est Gilles Briand qui est responsable. Oui. Gilles Briand, il a de plus en plus d'expérience. Il est allé faire un championnat canadien à Grand-Mère au début de l'hiver. Donc, il est allé faire le tournoi du casino dans Charlevoix. Donc, il a une bonne expérience des glaces. Il sait comment travailler ses glaces. Donc, je pense que les gens vont être contents. L'année passée, en général, les gens étaient contents. Les glaces, ça va encore être meilleur cette année. À suivre, donc, on a 5 équipes de Sept-Îles. Denis Laflamme, Émilien Skelling, Julien Villeneuve chez les hommes, Marie Labrie et Mona Fournier chez les femmes. Pour les suivre du 11 au 18, quoi, sur le site de Curling Québec ou sur le site du club de Sept-Îles, on va voir les horaires, on va savoir quand est-ce que ça allait sur encourager le site du club de curling, encore sur Facebook, il y a quelqu'un qui s'occupe il y a un site sur Facebook, Club de curling de Sept-Îles. L'horaire est là, tout le monde peut le suivre. Bon. Mais une petite note en passant, pour le curling féminin, on a 12 équipes. C'est la directrice des tournois, elle dit, c'est la première fois qu'il y a 12 équipes. Le mieux qu'ils ont eu avant, c'était 9 équipes dans leur tournoi. Elle dit, veux-tu bien me dire ce qui se passe à Sept-Îles? Pourquoi les gens se déplacent pas de Québec à Montréal ou de Montréal à Québec, mais ils se déplacent de Montréal à Sept-Îles? Veux-tu m'expliquer pourquoi? Je dis oui, facile. Parce qu'on les reçoit tellement bien qu'ils peuvent pas l'oublier. Ben voilà. Mais c'est vrai qu'on est bien reçus au club de curling à Sept-Îles. Ouais, t'aimes les curl and pizza, toi? Ben moi, je vais faire des curl and pizza. C'est ça, des fois, avec la gang d'amis, tout ça. Puis le party pogne dans la place. C'est vrai, c'est le fun. C'est un beau sport pour ça. Et c'est ça. Une des choses là à surveiller, c'est bien sûr ce tournoi au cours de la fin. On va vous demander quoi après Laval, là? 2 de suite des championnats provinciaux à Sept-Îles. C'est le Canadien, quoi, l'an prochain? Non, ce qui resterait, ça serait revenir avec le championnat masculin. Donc, des meilleurs, là. Pas 50 et plus, ni 60 et plus. Ça, moi, je l'ai fait. J'étais président en 2006. Mais je serai pas président encore 20 ans de temps. Ouais. Parce que Curling Québec, sans doute que Sept-Îles montrait un intérêt puis il vous donnerait, il vous livrerait ça. Je pense que ça le demandait de nous le livrer. Peut-être pas l'an prochain, là. C'était 2-3 ans d'avance qu'il faut prévoir. En attendant, on va aller voir les seniors 50 ans et plus et encourager nos équipes de Sept-Îles du 11 au 18 au club local Laval-Chouinard. Un gros merci pour ta présence à notre émission ce midi. Ça m'a fait plaisir. Et nous, Jean, c'est le temps de conclure cette édition de Côte-Nord Attitude. Demain, avec Tommy, la dernière déjà de la semaine. Oui. Et est-ce que tu as déjà une petite idée de ce qui nous attend? Ben, il y a une conférence de presse à 13h actuellement, au moment où on se parle. Du côté de Galix, on va finalement annoncer qu'est-ce qui se passe là avec le projet de nouveau chalet à Galix. On devrait en parler demain à Côte-Nord Attitude. C'est un rendez-vous. Nous, on vous souhaite un excellent après-midi. Merci d'avoir été là pour être bien branché à Côte-Nord Attitude. Bye bye.